Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daouda Tal, Jemal Taleb et Alfred Chango. Et tout de suite dans l'actualité économique en Côte d'Ivoire, une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique a débuté ce mercredi à Abidjan. 300 experts venus de 40 pays y sont représentés ainsi qu'une vingtaine d'institutions économiques. Un reportage de votre correspondant Olivier Conan. 300 experts sont réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi pour réfléchir sur les conditions et stratégies pour atteindre l'émergence. Les pays africains doivent aller au-delà de la simple croissance pour transformer l'économie. La réduction de la pauvreté doit être la pierre angulaire des programmes de développement. Au Sénégal, par exemple, à travers le plan Sénégal émergent, les autorités souhaitent une profonde transformation de l'économie avec un taux de croissance de 7% par an. Ceci devrait permettre au pays d'atteindre l'émergence en 2035. Mais pour arriver à ce résultat, il est important de réduire les disparités sociales. C'est l'objet de deux initiatives nouvelles que nous avons lancées à cet effet. La première, à travers le programme national de bourse de sécurité familiale, doté d'une enveloppe pour l'année 2014 de 20 milliards de francs CFA pour soutenir 200 000 familles bénéficiaires. La seconde, avec la couverture maladie universelle, vise à faciliter l'accès du plus grand nombre à un minimum de soins de santé. En Côte d'Ivoire, le cap de l'émergence est fixé à l'horizon 2020. Pour y arriver, le PND, Programme national de développement 2015-2020, va être finalisé au mois de septembre. Ce programme mise sur le développement de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour réussir le pari de l'émergence, les États africains devront renforcer la coopération sous-régionale. La poursuite des réformes structurelles devrait permettre à terme à la plupart des nations du continent d'être émergents à l'image des pays de l'Asie que sont la Malaisie et la Chine. Daouda, certains pays comme la Côte d'Ivoire s'est fixé comme date de l'émergence 2020, le Sénégal 2035. Que pensez-vous de ces échéances ? Je pense que c'est des échéances qui sont tenables, en tout cas pour le cas de la Côte d'Ivoire, qui est du coup plus proche. C'est dans 5 ans, 2020. Oui, c'est dans 5 ans, mais en même temps, quand on regarde ce plan qui veut porter la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020, la première partie, en tout cas de l'exécution de ce plan, qui concerne le plan national de développement, affiche quand même un succès par rapport aux prévisions. C'est-à-dire que les 2 dernières années, par exemple, il y a un taux de croissance en moyenne de 9%, on va dire. Et on sent quand même les investissements directs étrangers ont augmenté, etc. Il y a une volonté de diversifier par les mines. Du coup, la Côte d'Ivoire, c'était plus l'agriculture. Elle va un peu à l'inverse des autres États africains. Donc, je pense que quand on voit les résultats, c'est quand même... en tout cas, pour la première partie de ce plan, c'est tenable. Pour le Sénégal, bon, l'horizon est plus lointain, donc là aussi, mais j'ai bien peur que bon, tout dépend de la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent également, parce que l'avantage, le problème entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire au niveau des économies, c'est que la Côte d'Ivoire a un taux de croissance qui est très intéressant aujourd'hui. Le Sénégal part de plus bas, on va dire, 4, 4,5, etc. Et donc, il lui faut basculer vers du 7% et peut-être même plus et maintenir ça sur les prochaines années à venir jusqu'à 2035. Bon, c'est tenable à mon avis. Après, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'émergence va permettre le développement finalement des couches des populations qui en ont le plus besoin à travers la structuration d'une économie fonctionnelle qui crée des emplois, un système social qui fonctionne avec des phénomènes de redistribution, l'organisation même de la chaîne de valeur économique. Qui c'est qu'on insère dedans? Est-ce qu'on permet l'accès à cette chaîne de valeur aux différentes populations?
ou est-ce que ça va être tiré finalement par les investissements directs étrangers et du coup, ces recettes pourront être rapatriées dans les pays également. Tout là est l'enjeu. Donc émergence, oui, mais à quand le développement, j'ai envie de dire. Alors justement, Gemma, est-ce que les croissances africaines sont inclusives aujourd'hui? Est-ce que les populations profitent? La croissance africaine, selon les économistes spécialisés, je n'en suis pas un, a ceci de paradoxal, c'est qu'elle ne réduit pas sensiblement la pauvreté. La deuxième chose, c'est que l'investissement est important et le chômage est toujours très élevé. Ça, c'est le paradoxe du continent africain. Les économistes ont une explication et elle est claire. C'est-à-dire que la croissance, elle est importante, mais elle n'est pas encore à un niveau suffisamment élevé de chiffres pour qu'elle crée un enrichissement général. Deuxièmement, c'est que la croissance est souvent indexée sur les matières premières et pas encore sur la consommation intérieure. L'investissement, lui, est essentiellement dans les infrastructures. Donc ce ne sont pas des secteurs toujours porteurs de beaucoup de création d'emplois. Et donc c'est le paradoxe du continent africain. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que Daouda, mais enfin, il a sans doute des raisons que je n'ai pas. Faire une croissance à 2 chiffres, transformer les matières premières localement et créer un marché intérieur créateur de richesse important avec une consommation assez importante en 5 ans, je ne sais pas comment on peut le faire. Enfin, pourquoi pas? Mais ça me paraît juste assez difficile. Je n'ai pas dit impossible, mais assez difficile. Pour autant, le continent africain regorge évidemment de potentialités immenses, de possibilités colossales. C'est le seul vivier de croissance de demain. Le tournant de la croissance africaine est une réalité, mais il y a encore évidemment des facteurs qui sont encore un frein réel, et parmi lesquels le plus premier, c'est une main-d'œuvre de bon niveau, et celle-là fait encore défaut sur le continent africain. La deuxième chose importante, c'est qu'encore une fois, il y a un retard considérable, important en matière d'école, de scolarité. C'est un ensemble de développement et donc c'est beaucoup de choses à la fois. Et c'est beaucoup de choses à la fois. Le continent africain a des potentialités pour y arriver. Il n'y arrive pas encore, mais enfin, la marche est réelle et on va y arriver. Merci. Dans l'actualité également, lancement d'une nouvelle chaîne de télévision consacrée à l'Afrique. Il s'agit de Eden TV qui sera lancée officiellement ce 24 mars. La chaîne se présente comme un vecteur de valorisation des cultures africaines contemporaines et urbaines. Un reportage de Paul de Singoué. C'est un plus dans le paysage audiovisuel panafricain. Eden TV, la nouvelle chaîne de télé, a vu le jour ce mercredi à Paris. Diffusée dans un premier temps en Afrique subsaharienne, Eden TV fera du divertissement son principal créneau. La nouvelle chaîne de télévision prône les valeurs positives contemporaines, urbaines et cosmopolites. Il y a de l'espace pour produire et éditer de nouvelles chaînes de télévision. La TNT va arriver très bientôt dans notre Afrique francophone. Elle va mettre un petit peu d'énergie et pousser, je pense, certains entrepreneurs comme moi à se lancer vers ce challenge d'éditer des nouvelles chaînes de télévision. Donc on va avoir des chaînes de meilleure qualité et avec un très bon son. Donc oui, je pense qu'il y a de l'espace pour un positionnement comme Eden qui se veut être au croisement des cultures et d'amener le monde en Afrique et l'Afrique au monde. Fruit d'une coopération de plus de 2 ans de travail, Eden TV est financé par le groupe Trans-Africa Capital. La chaîne dispose d'un capital de 5 millions d'euros et sera basée à Londres en Angleterre avec des bureaux à Paris. Eden TV se veut moderne et s'est doté d'une programmation que d'aucuns qualifient de haute qualité. Les programmes vont être européens, africains et américains. Nous allons proposer des films, des séries, de la réelle TV, des documentaires et une production originale à venir en septembre, qui sera donc un magazine d'information de décryptage de l'actualité. La chaîne de télévision Eden TV sera diffusée à partir du 24 mars en Afrique subsaharienne via le bouquet CanalSat du groupe Canal+. Eden TV ambitionne s'étendre dans toute l'Europe dans un futur proche. Alfred, une première réaction au lancement de cette nouvelle chaîne sur l'Afrique? Bon, chaque fois qu'il y a un média qui se crée pour l'Afrique, à destination de l'Afrique, par des Africains, on peut dire que c'est une bonne chose puisque ça élargit l'offre justement télévisuelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices en Afrique. On dirait que c'est une bonne chose.
Alors maintenant, reste à savoir quelle est la valeur ajoutée par rapport aux télévisions nationales existantes ou à d'autres chaînes qui existent, en tout cas généralistes, hein, qui proposent des programmes spécifiques à destination de l'Afrique. Et puis, bon, heureusement qu'il y a d'autres chaînes spécialisées, hein, comme, allez, on va se lancer des fleurs, hein, Africa 24, hein, qui est spécifique, hein, pour l'information par les Africains à destination de l'Afrique et du monde. Pourquoi pas? Donc on peut dire bon vent à cette nouvelle chaîne qui arrive, et puis on espère effectivement que ça tiendra dans la durée, hein, comme Africa 24. Daouda, ces dernières années, il y a de plus en plus de chaînes qui se lancent sur le créneau africain. Comment expliquer cet engouement pour l'information du continent? Cet engouement, ça s'explique par l'engouement, je pense, aussi à l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un boom démographique qui est là. Et donc, c'est un marché intéressant aussi pour les médias. C'est également tous les annonceurs, ceux qui veulent investir sur le continent s'intéressent aussi à ça. Il me semble que c'est une chaîne à portée culturelle plus. Et je pense aussi qu'il y a une demande dans ce sens-là au niveau de l'Afrique, parce que la télévision, c'est aussi vecteur de culture. Bon, j'espère seulement que ça vient renforcer justement la culture africaine tout en ouvrant une fenêtre sur le reste. Et puis, dernier élément, c'est l'arrivée du numérique en Afrique. Il me semble qu'on passe en juin 2015 de l'analogie au numérique. Et donc là, le marché est vraiment ouvert pour tout le monde. Et je vais rejoindre Alfred sur ce qu'il disait. Donc c'est bien des chaînes thématiques justement. Une chaîne d'information comme Africa 24, intéressant. Et puis d'autres chaînes qui se spécialisent sur autre chose. C'est l'offre qui devient plus riche et tant mieux. Gemma, la chaîne annonce qu'elle peut valoriser les cultures africaines. Est-ce qu'il y a une prise de conscience que finalement l'information africaine a longtemps été traitée par un prisme assez négatif? Pas négatif, pas nécessairement, mais à partir du moment où vous ne maîtrisez pas vous-même votre communication et donc votre information, vous la laissez aux autres. Et donc la chose nouvelle, de mon point de vue importante, c'est que désormais le paysage audiovisuel africain est fait par des Africains. Et donc il y a une maîtrise, une appropriation des Africains, par les Africains du moins, de leur espace médiatique. Et ça, c'est une chose nouvelle. Nous avons probablement tous ici, à part vous, Fanny, l'âge de comprendre que c'est le continent africain. Nous étions tous informés par CNN, France 24 plus récemment, mais RFI, et que désormais, quand vous voulez vous informer sur le continent africain, nonobstant le web, Internet et tout ce que ça donne, vous avez désormais de vrais médias africains avec une valeur réelle. Il y a encore à perfectionner tout ça, il y a encore à le développer parce que c'est un stade de balbutiement, mais il y a une appropriation nécessaire par les Africains de l'espace médiatique, et ça, c'est une bonne chose. Bon vent à cette chaîne. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La justice suisse a annoncé ce 17 mars la restitution au Nigeria de 380 millions de dollars confisqués à la famille de Sani Abacha qui a dirigé le pays entre 1993 et 1998. L'argent détourné avait été placé sur des comptes à l'étranger. Leur confiscation et leur rapatriement à Genève avaient été décidés dans le cadre d'un accord conclu en juillet 2014 entre le Nigeria et la famille Abacha. Alfred, l'accord prévoyait l'allocation de ces avoirs confisqués au Nigeria en échange de l'abandon des charges contre la famille Abacha. Que pensez-vous d'un tel accord? Est-ce qu'on fait passer finalement le rapatriement des fonds avant les poursuites judiciaires? Si la Suisse se met en mode restitution de fonds détournés par les dictateurs africains dans les caisses de leur État, je salue l'initiative, puisqu'après tout, les derniers destinataires de ce fonds, ce sont les peuples africains, en l'occurrence ici les Nigérians, donc c'est une bonne chose. Comme on dit, un bon arrangement, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, et que donc là, en l'occurrence, la Suisse essaye un peu aussi de laver un peu blanc, puisqu'on sait que c'était le paradis justement de tous ces chefs d'État qui venaient planquer leur argent là-bas. Maintenant, si on est en mode bonne conscience, pourquoi pas? Daouda, que pensez-vous de cet accord? Je pense que
tant mieux si le Nigeria récupère cet argent, mais je trouve aussi que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt, parce que la plainte avait été déposée depuis longtemps. On a tergiversé par-ci, par-là. Bon, enfin, il y a une partie de l'argent qui est récupérée, c'est tant mieux. Mais je trouve aussi ça repose la question de la refonte des lois au niveau des transactions financières internationales. Il y a un rapport de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui dit justement que 60 milliards, si je ne me trompe, d'euros, ça constitue la somme qui est perdue aujourd'hui, qui est transférée de façon illégale hors du continent. Donc là, c'en est la preuve concrète. Donc je pense qu'il faut que les pays coopèrent et que chaque pays européen, occidental, n'accepte plus de l'argent qui est versé dans des comptes de façon illicite. J'ai mal une réaction rapide sur cette décision de la justice suisse. Je trouve ça honnêtement proprement choquant. Soit cet argent est acquis de façon illégale et à ce moment-là, sa restitution n'est pas discutable et il n'appartient à personne de décider à la place du gouvernement légitime du Nigeria d'abandonner les poursuites ou pas. Soit alors cet argent est la propriété légitime de la famille Abacha et auquel cas cet arrangement n'a juste aucun sens. Dans les deux cas, il me choque. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de poser une question. Cet argent a été conservé par des banques pendant une vingtaine d'années. Il a produit des intérêts et des intérêts. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est les 380 millions, on restitue les intérêts aussi? C'est d'ailleurs la question qui se pose à tout l'argent qui est restitué, qu'on fait travailler pendant très longtemps par les banques, et j'aimerais bien savoir où passent ces intérêts. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la recherche scientifique en Afrique. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Jemal, merci également. Merci Fanny et pardon pour mon retard. Alfred, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'était très heureux d'être là avec vous. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.